peut-être rouillé parce qu'on a eu une petite pause quand même de 2 mois. On a une pause de 2 mois à peu près. À peu près, c'était l'été, on va dire, c'était à cause des vacances. Puis, moi, j'étais en vacances une couple de fois. Puis, d'habitude, on en sort toujours premier mardi du mois, un par mois. Puis là, on a comme sauté le mois d'août, mais on va se rattraper avec la fin de l'année. On va en tourner quelques-uns. On pourrait peut-être commencer tout de suite avec nos partenaires, dans le fond, pour aujourd'hui. Là, on en a plusieurs. On va commencer par nos 2 partenaires, si on veut, majoritaires, on va dire ça comme ça, qui nous aident financièrement dans le petit projet. Le premier, dans le fond, c'est Canada Beast. C'est des vêtements en coton, 100% en coton. Je vous l'explique à vous autres. On s'écoute. C'est des vêtements justement en coton. C'est la compagnie d'un ami, en fait. C'est une compagnie, en fait, qui vient du Portugal. J'essaie de me rappeler comme du monde. Ça fait longtemps que j'avais dit. T'as un beau carton en avant. Je sais. Dans le fond, c'est ça. C'est une entreprise familiale du Portugal. Fait que c'est fait de manière éthique là-bas. 100% coton. Je les ai eus avec moi, les vêtements. Puis c'est juste le hoodie. Il est super épais. Là. C'est vraiment le fun. Genre de hoodie d'hiver à avoir sous peu. Il voulait acheter une compagnie de vêtements, mais des affaires durables, là, pas des affaires que tu jettes après un certain temps. Là, fait que c'est comme top qualité, puis c'est vraiment, c'est quand même Voilà. Ça me rappelle l'ancienne devise de la vie sportive dans le temps, acheter moins, acheter mieux. Non, on a travaillé là. Tu as travaillé là toi aussi? Mais non. C'est un peu ça. Non, mais je suis surpris. C'est quand même un beau slogan pour une compagnie qui veut que les gens achètent. Absolument. C'est pas leur slogan eux autres, là, mais quand même. Mais ça s'applique aux produits. Fait que canadabeast.com, fait que vous irez faire un tour aux gens qui nous écoutent aussi, bien sûr. Donc, deuxième partenaire. Deuxième partenaire, c'est endorphine.ca. Est-ce que c'est au Mont-Saint-Anne, c'est ça, Endorphine, qui fait les plateformes de billets? Je sais pas. Plus ça, non. Avant, il y avait un gym qui s'appelait Endorphine, mais ça n'existe plus. Ça l'a fermé il y a quelques années. OK. Endorphine.ca, c'est dans le fond, c'est notre deuxième partenaire là, pour le reste de l'année. Puis c'est des solutions en ligne là, de réservation là, de billets. Là. Fait que tout ce qui est billets là, sur Empire 47, mais pas Sentier du Moulin, c'est la même chose aussi. Fait que plutôt que de coder une plateforme, les gens se montent un site web puis se codent une plateforme de transaction qui est quand même assez compliquée, là, le transactionnel, billets, tout ça. Fait qu'eux autres, ils offrent ça pour les centres de vélo, centres de plein air, les événements, des trucs de même. Fait que c'est notre deuxième partenaire, endorphine.ca, puis vraiment présent là, dans le monde du vélo, tout ça. Fait que, puis je pense qu'ils sont super satisfaits au Lac-de-L'Âge. Au Bras du Nord, c'est eux autres aussi. Quand tu te promènes un peu, ils sont un peu partout. Là, partout en Gaspésie, c'est eux autres dans tous les centres. Ça marche super bien. Moi, j'arrive de SDM là, avant tantôt, là, puis j'ai pogné mon billet là-dessus. C'était super. Facile. Ouais, puis pour avoir organisé des événements, moi, souvent, j'organise un événement géomatique, puis le côté dans ton site web d'ajouter le transactionnel, des types de billets, charger un montant, lourd, tout ça, c'est terrible comment c'est lourd. Puis là, eux autres, ils arrivent avec une plateforme toute faite, puis c'est du monde de plein air, là, fait que ça s'applique encore plus là, aux trucs de vélo et compagnie. Donc, exactement. Endorphine.ca. Fait que nos 2 partenaires majeurs, sinon, on a les produits, dans le fond, Hochelag Vox Populi, que j'en ai sorti, On a 2 frères, puis Glutenberg que j'avais pu, mais qui nous fournissent dans le fond l'alcool pour le podcast. Donc merci à eux. Puis on enregistre bien sûr au Café Les Gamines à Stoneham. Fait que merci pour le déplacement d'ailleurs, de si loin. Oui, c'est un bel endroit, fait que ça va le déplacement. Fait que c'est ça, les Gamines qui nous prêtent leur lieu de soir pour faire le podcast. Fait que c'est un café dans le fond ici dans Stoneham. Super de bonne bouffe, super de bon café. Puis il y a un gîte au 2e étage, avec des chambres pour dormir ici. Fait que voilà, merci aussi aux Gamines pour ça. Ouais, venez faire un tour, c'est vraiment un beau café. C'est cool. Exact. Donc, vif du sujet. On est avec Max Letendre et François Kircher. François. Pendant une fraction de seconde, j'ai-tu manqué un bout, puis ça a toujours été François. Franck, FRN, c'est comme... c'est terrible. Hein? Pardon. Elle est bonne. En plus, ça comme si on se connaissait pas depuis 15 ans. Ouais, j'étais trop concentré à si bien faire ça, puis j'ai vraiment manqué. Je voulais faire en fait la joke un peu avec ton nom de famille là, qui s'est fait scraper combien de fois comme dans les courses. Hein? Je sais pas, les courses à job partout. Trouche-Michard, je sais pas. Qui se faisait nommer sur le podium. Là. Ah ouais. C'était jamais mon non. On arrivait à Franck
Krishmir. Tout le temps un peu n'importe quoi. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je voulais faire une blague avec ça, mais finalement, j'ai moffé la patente. Au début. Ouais, exact. Fait que, Frank Kircher, finalement. Ouais, c'est ça, et voilà. On met le sujet là pour que ça soit clair. C'est pas vrai. Peut-être commencer par vous présenter. Là. On va commencer peut-être par toi, Max. Ouais, ben, bonjour. Je m'appelle Maxime Letendre, je travaille au Mont-Saint-Anne. Je m'occupe des opérations depuis septembre l'année dernière. Fait que je commence, je vais bientôt débuter ma deuxième année, là, fait que d'avoir complété ma première saison. Mes premières saisons, parce que saison hiver et été. Puis c'est ça, auparavant, j'ai été 5 ans au Massif aussi à travailler là-bas. Fait que, puis c'est ça, j'habite à Saint-Féréol, un grand passionné de ski, vélo depuis plusieurs années. Puis c'est ça, fait que là, je suis arrivé à faire du vélo de plus en plus. Puis là, quand j'ai vu le poste l'année dernière, je me suis dit, ça pourrait être le fun de travailler avec l'équipe de vélo, l'équipe de sentier, puis l'hiver avec le ski. Fait que je suis à date bien ce plaisir. Au Massif, tu faisais quoi déjà au Massif? Je me suis occupé des événements, des partenaires, un peu du marketing, au début plus coordo marketing, puis après ça, je suis allé aux partenaires et les événements. Okay. Puis à aider un peu aussi sur le terrain. Nous, on était une toute petite équipe, là, puis ça va être bon aussi. T'as passé dans le fond directement de Massif à... Non, j'ai fait un petit croche. Je voulais essayer de voir c'est quoi les grosses boîtes. Fait que j'étais allé chez CA Québec. Je faisais le marketing pour le voyage. Ah, okay. C'était de mettre de l'avant eux, principalement leur truc, c'était pour plugger les produits de CA Québec. Mais c'était des croisières et des voyages organisés. Fait que ça me rejoignait peut-être un petit peu moins. Fait que là, quand j'ai vu l'autre truc, je veux voir d'autres choses que de travailler dans sa passion. Puis je me suis rendu compte, finalement, c'est quand même le fun de travailler dans sa passion. Puis c'est pas... tu vois moins le temps passer. Puis c'est encore... Tu pousses de plus en plus pour justement améliorer des choses. Puis parce que t'es plus motivé le matin quand tu te lèves. Fait que je suis retourné à la passion et à la montagne. Bon choix. Et Franck? Moi, ce que je fais dans la vie, c'est pas tellement pertinent pour le podcast, mais je suis coureur de vélo de montagne depuis quelques années. Downhill en premier, enduro par la suite. Je suis ambassadeur avec le Mont-Saint-Anne depuis 2017, je crois. Puis c'est ça, je cours toujours, j'essaye de... Là, je me remets un peu au downhill, c'est ça. Puis j'habite à Saint-Féréol aussi, comme Max. Moi, dans le fond, je suis français, puis je suis au Québec depuis 2007. J'ai été à Sainte-Catherine au début, puis là, j'étais rendu à descendre au Mont-Saint-Anne 3-4 fois par semaine. Puis là, je me suis dit, c'est n'importe quoi, il faut que j'aille habiter au Mont-Saint-Anne. Fait que, c'est ça. J'ai fait le tour un peu aussi dans la région. On était à Montréal au début. J'ai été voir. Dans le fond, moi, j'avais carte blanche. Je pouvais aller où je voulais. Puis j'ai checké Bromont. Puis finalement, c'est au Mont-Saint-Anne que je me sentais le mieux. Là. OK. Ouais. Okay. Tu regardais tout ça de bouger aussi, mettons, à Bromont quand tu étais... Ouais, parce que comme je te dis, on avait, à part ma blonde qui a une famille plus autour de Québec, là, j'avais pas vraiment moi, j'avais aucun port d'attache. Fait que... On regardait pour s'établir à quelque part, on a regardé, on a fait le tour un peu des montagnes. J'ai beaucoup aimé Lac-Beauport aussi, parce que Lac-Beauport, E47 n'existait pas dans le temps, mais il y avait, t'avais Stoneham, c'était un bon hub proche de la ville. Puis finalement, c'était quand même le mont que j'aimais le plus, c'était un peu plus vaste, plus sauvage, ça me rejoignait plus, mettons. Excellent choix. Puis pour le fun, Mont-Saint-Anne, comment se passe la saison en général là-bas? Ça va bien. Ouais. On n'a pas eu trop, versus l'année dernière, qui a eu des grosses bordées de pluie. Ça a été pas si mal, il y en a eu quelques-unes. Mais là, dans la dernière semaine, on peut pas en dire autant. Là. Il y a eu un petit creux de vague, disons. Là, même si ça a donné que je suis en congé. Puis quand je suis revenu, ça faisait 2 semaines que je suis pas allé rider au Mont. Puis quand je suis allé hier, je me suis dit, c'est un petit peu plus humide. Mais je pense qu'en général... Tout au long de l'été, ça s'est bien passé. On avait, nous, de notre côté, augmenté un peu on avait grossi l'équipe de Trail Builder. Puis on a eu aussi l'aide le groupe des Trail Builders Mont-Saint-Anne, MSA, qui ont commencé à prendre aussi plus de place. Fait que ça a aidé aussi à rendre les sentiers plus entretenus. Fait que de nous grossir l'équipe, d'avoir une bonne collaboration avec eux, ça a aidé beaucoup. Donc, mais là, c'est sûr que plus l'été avance, plus que les gens sont venus. Donc, il y a les petites roches ressortent. Fait que faut
c'est de reprendre le dessus. Puis nous, pendant, en temps normal, la montagne n'est pas ouverte les mardis, mercredis, la majorité du temps, mais on a un mois que c'est ouvert 7 jours sur 7. Fait que c'est assez plus difficile des trails de downhill, on n'en a pas 1000 non plus. Puis souvent, ce qui est le plus magane le plus, c'est dans les sections qui sont plus utilisées, puis c'est le début de tous les sentiers. Fait que c'est un peu plus tough de fermer une piste pendant une journée pour rentrer la pelle puis faire des améliorations. Fait que là, on recommence là, à fermer les mardis, mercredis. Fait que ça va nous donner une petite chance de remettre un peu d'amour dans des sections qu'on n'a pas eu le temps. Là. Mais... Puis votre équipe, pour le fun, ça ressemble à quoi à peu près votre équipe de trail builder? Là, les trail builders, c'est aussi les premiers soins. Ouais. La majorité, en fait, il y en a quelques-uns qui sont juste trail builders. Fait que quelques étudiants. Mais sinon, tu sais, ça varie là, entre 4 et 7 là, par jour, tout dépendant des journées. Okay. Puis vous êtes des employés de RCR? Oui, okay. Ouais, tous les employés de RCR. Okay. Puis c'est ça, puis on a les bénévoles aussi qui donnent un coup de main là, à certains moments. Là. Parce que le terrain est tellement vaste que aussi, tu sais, des fois, quand tu vas revirer à Pénélope, disons, là, qui est à l'autre bout, ou Riverside, ben ça prend la journée. Souvent, la gang amène leur lunch, puis ils s'organisent pour manger là-bas, parce que, honnêtement, je sais même pas c'est à combien de kilos de la base de la montagne, mais ça doit être un 7, 8. Ah, plus que ça. Plus que ça. Ah oui, parce que de la base, aller au Saint-Julien, c'est quasiment ça, 6... Par la Gendarose? Ouais. Fait que rajoute, moi je dis, t'es proche de 10, 12. Là. Ouais. Puis il est perdu dans le bois, puis tu es juste obligé de... pas vraiment accessible en camion non plus. Fait qu'au moins, en ayant une petite équipe, bon, des fois, on en a qui sont plus attitrés au cross-country, puis sinon, les autres sont dans la montagne ou cross-country enduro. Là. Les bénévoles, ça doit être secteur proche, probablement juste downhill qui vont jouer là-dedans. Ouais, downhill, souvent, on s'organise pour leur faire des transports quand c'est possible. Fait que des fois, disons, même les week-ends, je partais le matin, j'allais prendre mon café avec eux autres, j'ai monté dans la montagne pour qu'ils puissent... aller aux endroits puis que ça soit plus qu'ils sauvent au moins quasiment 1 heure de déplacement. Ouais. Sinon, parce qu'il y a 2 crews de trail builders dans la gang de bénévoles, eux aussi c'est une gang qui sont plus XC puis l'autre plus downhill. Puis le XC, ils allaient des fois, ils ont une petite roulotte au secteur du camping, puis ils ont été là, ils ont travaillé dans la Beau-Bikini, dans la lisière et tout ça, ils ont fait des petits trucs là. Puis sinon, c'est ça, proche souvent ils se stationnaient au parc des Moustiques. Puis ils partaient de là pour aller faire des trucs dans ce coin-là. Cool. Ouais. OK, quand même. La force du Mont-Saint-Anne, c'est que j'ai roulé l'année passée avec un chum dans ce coin-là. Puis tu sais, ce qu'il n'y a aucun centre autour, là, c'est que tu es capable de partir, puis rouler longtemps, puis avoir du fun sans repasser 12 fois à la même place. Tu sais. Le bike d'aujourd'hui, puis je comprends que c'est ça qui est populaire, là, mais tu sais, c'est toujours 2-3 montées, puis 12-15 descentes. Fait que tu passes ta journée à faire des laps, de rouler avec les mêmes places. Moi, à mon goût, pour ça, Mont-Saint-Anne, c'est la place pour ça. Là. Ça fait tellement du bien de partir rouler, puis de pas tout le temps revenir à la même place. Moi, on dirait qu'au début, quand c'est arrivé, là, je parle pas contre notre Empire 47, mais c'est le terrain qu'on a. Ouais, mais quand ça a commencé, ce genre-là, là, une montée puis que tu fais des laps. Le centre. C'était super cool parce que c'était ça qui était nouveau. On arrivait du vélo que dans le temps on faisait dans des sentiers de 4 roues puis tout ça. Mais puis Mont-Saint-Anne a réussi à faire, je trouve, un bon entre-deux. Là, fait que c'est la seule place où tu peux dire tu pars rouler là, puis tu peux faire un 40 km. Tu repasseras jamais 2 fois à la même place. Tu feras pas monter, descendre. Moi, je suis comme... On dirait que j'ai trippé un bout là-dessus, puis là, ça a passé, ce bout-là. Là, mais ici, je veux dire, on peut pas faire ça. On a déjà couvert tout le terrain. SDM, c'est un peu tout le monde a ce modèle-là. Fait que d'aller vers... Mont-Saint-Anne a gardé ça en ayant un peu du nouveau, moi, honnêtement. Puis, le truc que tu n'as pas ailleurs nécessairement, c'est que tu as une remontée mécanique. Ah oui. Puis, tu sais, moi, le genre de ride que je fais le plus, c'est du cross assisté. Là. Mettons, je vais monter... souvent, je vais partir de chez nous, je vais monter au sommet ou je vais prendre la remontée. Puis après ça, tu peux, depuis le sommet, redescendre, puis t'en aller dans l'arrière-pays, là, tu sais, aller faire la Dryade, la Longue-Rive, comme tu disais. Fait que c'est des laps qui prennent 1 heure et quelques. Là, puis il y a pas... Oui, tu remontes, mais tu sais, comme tu dis, tu vas te perdre, tu remontes pas tu repasses pas 2 fois au même endroit, puis c'est ce genre de truc... C'est ça qui m'a plu au début, en fait, au monde qui m'a poussé à m'installer là.
Puis même moi, ben, quand j'ai commencé à faire du vélo, ce que je trouvais, puis on essaie de travailler là-dessus, c'est justement la signalisation, vu que c'est tellement vaste. Puis on a quand même mis... ça monte vite quand même, là, les coûts de la signalisation quand je voyais tous les trucs passer. Mais justement, il y en aura jamais assez. Puis là, ben, c'est des trucs qu'on essaie d'améliorer depuis le début de l'été. Puis de montrer aussi aux gens des sections ou des combos que les locaux connaissent, mais que, disons, parce qu'on a beaucoup de double noir, surtout en downhill, mais il y a des sections qui n'est pas double noir. Fait que de comme segmenter des pistes pour dire, ben, regarde, le haut de la 1837, tu peux le faire, même si t'es pas un expert ou tu peux faire la première partie, puis après ça, tourner, puis avoir d'autres petites alternatives. Fait que le but, c'est ça, en améliorant la signalisation, ben, ça va permettre, on ne réussira pas malheureusement du jour au lendemain, mais c'est un petit work in progress qu'on va réussir à un moment donné à avoir. C'est ça, de se rendre juste, d'avoir une bonne signalisation jusqu'à la Dryade, puis que ça soit facile de s'y rendre, mais... Ce que ça prendrait aussi, puis on l'a déjà fait en fat bike, nous autres, un hiver, c'était une signalisation, puis là, je dis ça, c'est une suggestion, mais je réfléchis tout haut, mais une signalisation de boucle, puis c'est dur à mettre en place, là, parce qu'une bonne signalisation, c'est déjà dur à mettre en place, mais si en plus tu as des boucles, tu dis, moi aujourd'hui, je fais le parcours orange, mettons, puis là, toute la journée, tu sais que tu pars pour 42 kilos, tu vas faire 2000 mètres d'ascension, mais tu suis les oranges, parce que souvent, le défaut des centres qui sont grands comme ça, c'est que tu vas rouler là tout seul, puis c'est pas contre le Mont-Saint-Anne, là, je comprends le défi, mais tu vas rouler là tout seul, tu peux faire une ride très moyenne, puis repartir en disant, moi, Mont-Saint-Anne, c'est moyen, mais tu vas rouler avec un local, tu vas avoir la plus belle ride de toute ta vie. Ça, c'est vrai partout, en passant. Oui, mais tu sais, dans les bouts de centre, tu dis à la personne, ben monte en haut, fais ça là, remonte en haut, fais l'autre, puis tu vas être capable de faire un 25, alors que là, tu pars, puis tu le sais pas, mais tu vas passer à côté de la plus belle trail parce que tu le sais pas que c'est celle-là qu'il faut que tu prennes, alors que le local va dire, viens-t'en, aujourd'hui, je t'amène voir telle affaire. Tu vas faire une boucle qui est l'enfer. La Pénélope, tu sais où, mais qu'est-ce qui est le fun? Si tu veux aller faire la Pénélope, ben, tu vas prendre un chemin trop large pour te rendre, puis tu vas revenir par un chemin large parce que tu sais pas qu'il y a telle place. Mais c'est pas facile à mettre en place. Mais tu sais, un truc de boucle, là. On a travaillé là-dessus avec Amélie. On a fait c'est moins pour le cross, là. C'était plus pour la section montagne enduro, mais justement des suggestions de, comme tu dis, du tricotage, comme on fait les locales, parce que tu sais, jamais ça. Je vais faire je m'entraîne dans World Cup en ce moment un peu, fait que c'est la seule trail que je fais de haut en bas, mais sinon c'est toujours le début d'une, le mois, tu sais, c'est des mélanges de 5-6 pistes pour se rendre en bas. Là. Mais faites-vous déjà, mettons, tu sais, comme avec Trail Forks, tu peux faire des parcours déjà d'avance, je sais pas, vous avez on en a déjà fait, mais là, c'est ce qu'on a plus mis, on appelait ça des chemins de connexion. Fait qu'on mettait l'affichage de connexion par là pour aller prendre telle piste. Puis on a fait mettons, si tu veux faire le plus de jump possible en descendant. Fait que tu faisais le haut d'une telle piste, après ça, tu prenais telle connexion pour aller à tel endroit. Fait que ça, on a fait des propositions comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on... Ben, pour le downhill, mais effectivement que pour le XC, XC Enduro, ça pourrait être une bonne idée de faire quelque chose comme ça, de quelques boucles générales, justement que tu suis la couleur, puis ça te fait un 15 kilos avec tant de dénivelé, puis tu fais tous les incontournables. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais méchant défi, par exemple, j'avoue l'affichage, parce que juste nous autres, ok, tu regardes la carte, puis c'est rendu un gros mess de ligne. On dirait une toile d'araignée. Une grosse toile d'araignée. Là. Mais sur le site, techniquement, tu te retrouves assez bien. Mais on pense qu'on fait bien ça, parce qu'en plus, tu connais le centre. Mais à chaque fois, comme. Puis le monde ne regarde pas les panneaux. Non. Puis tu arrives des fois à des intersections, selon l'endroit par lequel tu arrives, les possibilités changent aussi. Là. Fait exact, c'est ça. Là, Fait que très, très gros défi, j'avoue, là-dessus. Parlant de downhill. Ouais. On t'a vu avec ton beau GT. Ouais. Tu sais, moi, je savais en fait qu'on avait parlé un peu de la Coupe du Monde cette année et compagnie. Là. Mais je pense que ça serait cool de jaser un peu de qu'est-ce que tu t'en vas faire en fait. Là. Je sais pas si je m'en vais faire en fait. Pour vrai? Non, mais c'est pas, je le sais toujours pas, mais c'est juste que faire une World Cup, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. C'est en fait, c'est ça, j'ai commencé par le downhill, puis en 2006, c'est la deuxième année, je faisais du vélo. Puis j'avais ramassé des points, parce que dans le temps, ça prenait des points aussi, ça en prenait juste un, je pense.
Puis j'avais été capable de ramasser un point, j'avais fait des Coupes de France, j'avais eu mes points, puis je m'en allais faire Schladming en Autriche. Puis la semaine avant de partir, je suis allé m'entraîner, puis je suis tapé un arbre, je me suis cassé des côtes, en tout cas je me suis fait mal, j'ai jamais été dans le fond. Puis après ça, je suis venu à Québec en 2007, comme je disais tantôt. J'ai roulé en Coupe Québec, Coupe Cannes, 2008, 9, 10, 11. Puis j'ai jamais, après ça n'a jamais donné que je puisse en refaire une. En tout cas, bref, toute une histoire pour dire que après ça, j'ai viré à l'enduro. Et l'année passée, quand je suis allé voir la World Cup, c'est comme, faut que j'en fasse une un jour. Là. C'était mon rêve de pouvoir participer à une World Cup. Puis j'ai dit, ça va être cette année, j'ai 40 ans en plus, que il me reste pas 10 ans à pouvoir rouler vite, là, tu sais. Fait que là, vu que j'ai la nationalité française puis que mon numéro UCI est français, j'ai contacté la Fédération française parce que chaque pays a 3 genres de places pour des pilotes qui n'ont pas les points nécessaires, mettons. Fait que j'ai fait une application pour ça, puis ils font un genre de classement, je sais pas, je pense 2 semaines. Dans le fond, je vais avoir ma réponse 2 semaines avant la course parce que ils checkent le classement, les pilotes qui ont appliqué là-dessus, puis si, mettons, moi j'ai aucun point, mais s'il y a un pilote qui en a 2 ou 5, il va passer en avant de moi. Fait qu'ils attendent la dernière minute pour envoyer personne qui le mérite le plus, dans le fond. Okay. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais la faire, mais je me prépare comme si. Là, en fin de semaine, il y a une Coupe Québec sur le parcours. Donc, je vais aller la faire pour comme me préparer. Là. Je suis un peu plus tôt dans mon truc. Ça fait pas longtemps que j'ai le vélo de descente. Je pense que ça fait 3 fins de semaine que je roule. Puis j'ai fait des flats un peu. Fait que j'ai pas tant roulé au final. Ouais. Puis là, t'as pas pu aller chercher des points UCI. J'ai pas, non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y avait aucune course dans l'Est qui donnait des points UCI. Il fallait tout aller dans l'Ouest. Et mais j'avais même pas de vélo quand les courses étaient... Non, c'était compliqué. Je l'essaye si ça marche, je vais essayer la qualif. J'ai aucun espoir de passer le semi, la qualif. Je me dis qu'avec une bonne run, en connaissant la place, il y a moyen de faire dans les 60. Après ça, dans les 30, c'est sûr que ça passera pas. Là, des gars comme Minard, ils passent même pas tout le temps. Là. Ouais. Donc, c'est ça qui est capoté de voir le niveau parce que je te connais bien quand tu rides aussi. Là, puis déjà que tu vas vite, de voir le niveau qui sont sur la Coupe du Monde, c'est tellement insane, là, c'est capoté. Ils sont dédiés à ça, ils font juste ça, c'est fou. Là. Puis en plus d'avoir du talent, ils mettent tous les efforts possibles, ils mettent le temps. Tu avais fait les championnats du monde? Master. Ouais, okay. En 2019. Okay. En downhill. Ouais. Puis ça, après ça, j'ai revendu mon vélo de downhill tout de suite, puis j'en ai pas refait avant il y a 3 semaines. Mais là, le downhill, ça semblait assez mort là, au Québec. Ça semble revenir là, en ce moment, tant dans la pratique. Mettons, je te dirais, depuis l'année passée, là, même en roulant au Mont-Sainte-Anne, là, tu vas prendre les gondoles, puis tu vois des gens avec des bagues de downhill, puis ça, tu voyais pas ça. Je te dis, depuis... ça fait 10 ans peut-être là, qu'il n'y avait plus. Là. C'est même chose avec des amis à Bromont, puis ils disaient la même chose, qu'eux aussi avaient trouvé que justement l'essence de... le hype autour du downhill avait repris de l'ampleur pas mal, puis qu'il y avait pas mal plus de monde avec des bicycles de downhill qu'auparavant. Parce que tu la Coupe Québec qui revient en fin de semaine. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une Coupe Québec en downhill. Moi, la dernière que j'ai faite, c'est 2011, puis je me rappelle plus si 2011 c'était une Coupe Québec. Je pense que c'était une Coupe Québec. Il y avait eu des Coupes Cannes aussi, fait que je veux pas me mélanger là. Mais Coupe Québec 2011, puis peut-être 2012-13, mais après ça a fini, c'est sûr. Quand même 10 ans, plus que 10 ans. Oui. Mais ça, c'est un projet que la FQSC a pris pour justement, ils supportent les gens comme nous, c'est, pour pas les nommer, c'est Steve Rioux, puis JC... Jean-Claude Bouchard, qui l'organise. Puis ils se font aider justement la FQSC là, derrière eux pour justement les supporter, pour redonner justement, recréer cette série-là qu'il y avait. Fait que là, cette année, il y avait Bromont, nous, Mont-Saint-Anne, Rawdon, c'est la finale à Rawdon. Mais il me semble qu'il y en avait 4. Oui, c'est ça, mais je me souviens plus c'est quel autre. Ouais, moi non plus. Y en a-tu 2 à Beaumont? Non. Je me souviens plus c'est quoi l'autre. Moi non plus. Tu vois comment on est prêt. C'est ça, exact. C'est sûr qu'il y en avait 4, mais c'est quand même le fun parce qu'il a fallu vraiment qu'il recrée l'événement pour remettre ça un peu en branle. T'as pas d'événement, non, puis quelqu'un dans le FQSC qui a repris ça cet hiver, il y a eu des sondages pour savoir, mettons, quel prix vous êtes prêt à mettre pour une inscription. Voulez-vous avoir plutôt des bourses ou voulez-vous plutôt que, mettons, on baisse les inscriptions pour, un genre de...
on recommence tout, on des prend une mouches. feuille blanche, puis on recommence le downhill, là, tu sais. Ouais. Ouais, tant mieux, c'est le fun. Ben oui, parce que je pense que là, on était déjà rendu à 100 inscriptions pour ce week-end. Puis je pense à Bromont, ils ont fini autour de 125-ish. C'est bien. Fait que pour une première saison, c'est quand même bien. Là, je pense que ça va créer quelque chose de fun. Ça veut dire que tout le monde du downhill s'est en allé dans l'enduro dans les 10 dernières années. Puis là, j'imagine que c'est une partie de la clientèle d'enduro qui a envie de revenir au downhill ou c'est des plus jeunes qui ramènent... Ben moi, je vois beaucoup de monde qui ont fait le switch. Tu sais, quand les bikes d'enduro sont arrivés, ils étaient aussi capables que les bikes de downhill de l'époque, là. Puis là, tu étais rendu que tu pouvais avoir un vélo, tu pouvais pédaler, tu pouvais descendre toutes les trails que tu voulais, puis c'était une nouvelle mode aussi, une nouvelle pratique, là. Puis au final, ben là, tu sais, tout a évolué, pas juste les bikes enduro, là, on est rendu avec les vélos de downhill qui sont beaucoup plus longs, tu sais, on dit que c'est pareil, mais c'est pas pareil, là. Oui, tu peux descendre partout avec un bike d'enduro, tu vas faire la World Cup, mais tu pourras jamais être aussi safe, aussi vite, aussi à l'aise qu'avec les downhill d'aujourd'hui, c'est fou, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'en sont rendus compte, puis qui veulent juste prendre plus de plaisir au final, là, parce que tu peux aller plus vite, plus safe. Ça t'a-tu vraiment marqué, mettons, la différence avec le temps en ce moment par rapport à ce que tu avais avant? Ouais. Oh, oui. Ouais. Même, tu vois, la différence entre celui que j'avais en 2019, c'était un 27,5 full. Il y avait déjà des 29, mais la marque, c'était Transition, j'avais à l'époque, puis ils n'en avaient pas de 29. Et là, j'ai un full 29, mais là, la mode, c'est molette. Mais moi, j'aime beaucoup 29. Là, c'est le problème d'avoir le pneu qui me touche derrière, ça me dérange pas. Ben, en fait, ça m'arrive jamais. Donc, 29, j'aime ça, la roue est un peu plus molle. Ça traque plus. Tantôt, c'est drôle, on parlait du fait que tu avais eu comme plein de vélos un peu exotiques. Là. Tu as eu des bikes exotiques, en fait, mais on s'est dit que ça serait drôle de refaire un peu le listing de ce que tu avais eu. Puis c'est vrai que tu as toujours eu des bikes qu'on voit pas nulle part. Même les bikes, avant que tu me connaisses, là, j'ai eu des trucs... c'est sûr, Mais c'est un plaisir que tu as d'aller chercher des trucs que personne a. Ben oui, puis j'apprécie aussi parce que souvent, quand tu as quelque chose d'exotique, c'est quelqu'un, sans dire que les autres n'ont pas de passion, mais tu sais, c'est souvent des plus petites business, je sais pas, mettons dans la tête, j'ai la fourche là, que je roule en ce moment, c'est une Nintendo, c'est parti d'un gars tout seul, d'un ingénieur qui fait ça dans son appartement, puis tu sais, il est capable de rivaliser parce que clairement ça marche aussi bien, si pas mieux que tout le reste, puis il est capable, lui, tout seul, d'avoir créé un truc aussi complexe qu'une fourche, qui marche aussi bien, qui est plus... Tu sais, ça me fait capoter. Nintendo. Nintendo, ok. Ouais, c'est une fourche inversée. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Mais c'est pas juste ça, c'était les frames que j'ai eu avant, ce que je roule à cette heure. J'aime aussi l'histoire qu'il y a derrière une marque, là. Malade. Ouais. Fait que là, en ce moment, c'est quoi? Là, c'est We Are One, mon frame, les roues, guidon potence. Fait que ça se fait à Kamloops, ça aussi, c'est cool. Puis Dustin, le boss de We Are One, c'était un des meilleurs Canadiens de downhill dans les années 2000. Il faisait il était proche des podiums de World Cup. Ouais. Puis c'est vraiment ce qu'il a fait son histoire. Justement, écouter un podcast, ça fait pas tellement longtemps. Il en a fait plusieurs, mais... Tu sais, il était dans une compagnie il a arrêté le downhill, il s'était blessé, je crois, il a arrêté le downhill, puis il a plus touché un vélo pendant des années puis des années. Il est parti travailler dans la construction, il a racheté une business d'armoire, pas d'armoire, mais de comptoir de granit. Il connaissait rien là-dedans, il a tout appris, puis tu sais, c'est le genre de gars qui fonce puis qui met tout ce qu'il a. Sa business allait super bien, puis à un moment donné, il s'est décidé qu'il voulait retourner dans le vélo, fait qu'il a vendu sa business qui allait bien, réhypothéquer sa maison, tu sais, un move avec des enfants sûrement déjà, embarquer sa femme là-dedans. Ouais, non, c'est ça, là, tu sais. Moi, j'ai du respect pour ça parce que jamais je ferais un truc aussi énorme, là. Fait qu'il l'a fait, puis tu sais, quand il dit je vais faire des roues en carbone, mais moi je vais les faire au Canada, elles vont être pas chères, mais dans le sens compétitives comparées aux autres. Elles vont être garanties, tu sais, tout comme tout le monde, là. Puis ça marche, il a réussi, puis là, après ça, il a décidé qu'il voulait faire un guidon, après ça, il a décidé qu'il a fait un frame, puis là, il y a une équipe, il a fait un bike de downhill, il y a une équipe sur la World Cup, fait que tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce genre du monde qui sont capables d'oser comme ça. Plus que moi. Impressionnant. Tu me rappelles il y a quelques années aussi, tu sais, quand tout le monde roulait des bikes en carbone, toi, t'avais un enduro en aluminium aussi, je me souviens plus c'était quoi. Nicolai, c'est ça aussi, c'est un truc que j'avais
au début, quand j'ai commencé à faire du vélo de plus descente, c'était un Hardtail que j'avais acheté. Puis Nicolas, ils en avaient un qui était vraiment hot avec un cadre comme périmétrique, là, mettons. Tu sais, t'avais 2 poutres en haut là, qui passaient, je pense, bord en bord. En tout cas, c'était... Fait que c'est une marque que je connaissais depuis longtemps puis qui m'a toujours fait triper. Là. Puis à un moment donné, ben, j'avais une commandite avec Transition. J'avais 2 frames par année, plus guidon, en tout cas, vraiment du stock quand même. Là, puis ça faisait tellement longtemps que je voulais mon Nicolai que de toute façon, en 2019, j'avais comme un peu slacké la compétition. Fait que j'ai dit, j'arrête ça, puis je vais m'acheter mon Nicolai, que je le voulais. Là. Ouais. Fait que j'ai acheté mon Nicolai. Puis je l'ai eu pendant 2 ans. Je l'ai revendu à un chum, il le roule encore. Il y a encore les bearings d'origine dessus. C'est fou, là, tu sais. Ah ouais, ok. Ouais. Moi, ce que j'aimais d'eux autres, je pense qu'ils avaient fait des modèles avec le gearbox interne. Là. Ouais. Moi, je trippe tellement sur cette affaire-là. On dirait que c'est semi-accessible. Il y a comme personne plus gros ou comme... En tout cas, dans les shops, il n'y a jamais ça. Là, mais moi, je triperais à rouler une affaire de même. Là. Ben, un jour, ça va être la solution. Il y a Ouais, quelqu'un moi, qui je va pense faire que de oui, quoi là. de Ah, super c'est sûr que oui, efficace, là, puis ouais. on va tout pas comprendre pourquoi on avait des dérailleurs. Mm. Ouais. Ça s'en vient vers là, c'est sûr. J'ai regardé les Z-Road pendant un bout de temps, des choses comme ça. J'étais comme, tu sais, j'en veux un, je fais quoi, là, tu sais, j'étais comme, t'as du trouble avec ou peu importe, là, mais tu sais, mais c'est ça, ouais, moi, Gearbox, hein. Ouais, à un moment donné. Sinon, t'as un e-bike, je t'ai vu qu'un e-bike l'autre jour. Ouais. Encore une autre patente. Ouais. Non, là, c'est un pôle. T'as pogné ça où, ça? Dans le fond, quand j'ai fait le Transmédéra en 2019, j'ai rencontré Léo Kokkonen, le boss de Paul. Paulé, en fait, hein, il dit. Puis c'est un gars pareil que j'avais, tu sais, il est très coloré, là, je sais pas si tu l'as déjà vu de quoi il a l'air. Il a un mohawk qui est rasé avec du cuir sur les côtés, là. Ok, malade. Puis c'est le boss de la business, il court, c'est un genre de gars qui, tu sais, quand tu regardes ses journées, tu te dis, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, là. Je sais pas comment il fait, là. Puis je l'avais trouvé ben smart, on s'est mis chum avec la première fois, puis j'ai refait le Transmadera l'année passée, ouais, puis je l'ai revu. Là, il y avait son nouveau bike, puis là, il me parlait de tout ça, puis dans le fond, son bike d'enduro, il fait 200 mm de débattement en arrière. Puis là, je suis comme, waouh, c'est hot, là, tu sais, t'es capable de... Parce que moi, je savais c'est quoi que ça représentait faire le Transmadera au niveau du pédalage, des distances, des dénivelés et tout ça. Ça m'intrigue, ton truc, là, 200 mm, t'es capable de passer au travers de... Je l'ai essayé, puis finalement, il a dit, ben, tu sais, si tu veux, je peux t'organiser quelque chose, là, si tu veux un bicycle. Fait que j'ai fait, ah ouais, hein. Puis là, je suis allé voir leur site, puis j'ai vu qu'il y avait un e-bike, puis ce e-bike, c'était une copie conforme, c'était le même frame que ceux qui avaient roulé à Madère, c'est juste qu'il y avait un moteur dessus. J'ai comme, hey, depuis le temps que je voulais un e-bike, là, ça c'est comme un e-bike avec 200 mm, là, un e-bike de descente, tu sais. Wow. Puis au final, ben, c'est quasiment mon temps que je triple le plus avec. Là. Ok. Je suis capable de monter des affaires, je le dirais pas à Max parce que j'ai pas le droit d'aller là, mais. Ouais, on se croise des fois à des endroits. T'es là toi aussi, c'est pas mieux. Moi, je suis encore sa vie, mais. Ah, ok, wow. Ah ouais, ok. Ah, ouais. C'est impressionnant, ça veut dire. Mais 200, puis en avant, t'as... 190, j'ai une Zeb avec le... Tu peux monter à 190, la Zeb. Okay. Mais tu sais, clairement, je pourrais mettre une fourche de downhill, là. Ok. Malade. Ouais. Puis le e-bike, tu t'en sers pour des rides... Je m'en sers quand même souvent. En fait, l'idée derrière ça, c'est que je me suis dit, je vais m'acheter un e-bike, puis je pense que maintenant, tu peux plus être... Je pense pas que tu peux être un pro en downhill ou en enduro aujourd'hui, espérer être compétitif si t'as pas un e-bike pour t'entraîner. Par le poids du bike, puis le poids du bike, nombre puis de juste, laps, pour être puis... juste les laps. Parce que tu sais, tout le monde n'a pas des remontées mécaniques. Tu sais, l'autre soir, je suis parti de chez nous, j'étais un peu... Je savais même pas si je voulais rouler, j'étais arrivé, j'allais faire un petit tour. J'ai coché toutes les trails en arrière de chez nous, tu sais, dans le... mettons, commencer par la Bella-Coola, après ça, il y en a genre... j'ai fait 8 descentes en dedans d'une heure. À une intensité, tu sais, que j'aurais pas pu faire autrement, là. Non, c'est vrai. Fait que je pense que t'as pas le choix aujourd'hui d'en avoir un pour t'entraîner, puis j'aime ça au final. Fait que dans le fond, quand je roule tout seul, les 3/4 du temps, je prends le e-bike. Sinon, après ça, on a nos rides de chum, ou comme à soir, je suis allé rouler avec d'autres mondes, ben, j'ai mon bike d'enduro normal. Puis le downhill pour vraiment se pratiquer aussi sur le downhill, parce que c'est important d'avoir le feeling de... Du vrai bike de downhill? Ouais. Ok. Parce que chaque vélo a quand même son... Des fois, quand tu fais le switch d'un à l'autre, il y a quand même une petite adaptation qui se fait, tu sais, le poids,
Sur le downhill, t'es comme plus haut, un peu en avant. Le e-bike, il pousse un peu plus quand tu freines. Il y a des petites différences. Là. Te connaissant, ça doit pas te déranger le poids du e-bike en descendant? Non, zéro. Ouais. Je suis surpris, par exemple, parce qu'il est pesant. Il fait 58 livres, je pense, avec les pneus de downhill, le choc et tout ça. Mais non, tu es capable de faire des bunny hops. Et même au contraire, le poids, il calme le vélo. Quand tu rentres dans des racines ou quelque chose, ben, on dirait que c'est vraiment à cause de l'inertie puis le poids du frame. C'est juste les suspensions qui vont travailler au lieu que au lieu que toi tu suives le terrain. Ouais, que tout le bike shake au complet, c'est vraiment... Non, je suis vraiment surpris, j'aime vraiment ça, plus que j'aurais pensé. Ouais. Je l'ai pas encore rendu là, mais c'est convaincant. Mais les centres de gravité sont assez bas aussi, le poids du bike est en bas, fait qu'il garde... Ouais, non, pour vrai, c'est surprenant, je te le dis. Fait qu'il n'y a pas juste les vieux qui roulent sur des e-bikes. Non, je suis 40 ans des fois, tu sais. T'as pas ça, toi? Non, mais moi je dis pas non. Moi je dis pas non à ça un jour. Là. Je comprends le trip qu'il y a autour du e-bike. C'est Pierre Lavoie, quand Pierre Lavoie il est venu au podcast, puis à un moment donné, il disait lui-même qui est un triathlète, puis encore un athlète de fou, il a un gravel bike en e-bike. Il dit pourquoi j'ai ça? Il dit parce que lui, je sais pas s'il reste à l'Abbé ou Chicoutimi, Jonquière, je sais pas exactement dans quel coin. Mais il dit moi je pars vers le parc des Laurentides. Là. Puis il dit avec ça, je fais des rides 2 fois plus longues, je vois 2 fois plus loin, puis je fais le même entraînement, mais j'ai été 2 fois plus vite ou à peu près, mais j'ai été beaucoup plus loin. T'sais. Fait qu'il dit c'est juste pour ça, je vois plus de territoire. Quand tu y penses, c'est quand même un beau trip. Là, ouais, puis tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Tu peux l'utiliser comme, mettons, tu serais un coureur, puis tu voudrais l'utiliser comme un outil de récupération. Ben, au lieu d'aller spinner sur la route tranquillement, parce que tu sais. De façon réaliste, aller monter une queue ou un court chemin, tu peux pas récupérer là-dedans, mettons. Là. Fait que ta ride de vélo, elle va être demandante, mais avec un e-bike, tu peux. Mais sauf qu'au lieu de, mettons, faire de la route ou du gravel, que c'est bon pour tes jambes, mais ça t'apporte rien au niveau des skills, tu gardes rien, tu sais. Ben là, tu vas faire ta partie pour les jambes, mais quand tu vas descendre, tu vas t'entraîner d'autres choses. Fait que ça, c'est cool. Ou tu peux le pousser autant que n'importe qui. Tu sais, je peux pousser aussi fort sur les pédales. Si tu veux, tu pousses autant. Là. Et là, par exemple, ça vient te stimuler. Moi, je pense pas que je peux faire une ride aussi intense avec mon bike normal qu'avec le e-bike au niveau de la stimulation, tu sais, quand tu pilotes. Là. Parce que les montées se transforment en descente. Les sections de plat, style le Sentier du Moulin, qui sont des anciennes sections de cross avec des racines qui... C'est comme, tu freines, faut que tu pilotes, là, faut que tu sois allumé. Là. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'aime vraiment ça. J'avoue que le côté en montant, puis retrouver des affaires sketch à faire, puis technique, ça doit vraiment être trippant, tu sais, puis c'est niaiseux, mais tu sais, en venant du cross, un peu plus, tu sais, moi, monter, j'aime ça aussi encore, mais j'aime ça monter des affaires. On le faisait toujours. Ben oui, c'est ça, là, tu sais, les affaires pas possibles, on gosse dedans, puis on essaie de trouver un chemin, mais j'avoue que là, avec ça doit être trippant en tabarouette. Ah ouais. Ben, quand tu regardes les je sais pas si ça s'appelle des coupes du monde, mais je pense que oui. Ce que l'UCI fédère en vélo. EDR, je crois. Ouais, je pense que oui. Puis c'est comme... Moi, la première fois, je m'étais dit, voyons donc, un vélo électrique, là, c'est quoi le rapport? Puis à un moment donné, quand j'ai vu les parcours, j'ai fait comme, oh, OK, là, les montées sont terriblement techniques. C'est impossible que tu montes ça avec un autre bike. Ils ont vraiment pensé à utiliser le bike électrique. Là. C'est pas juste genre le plus vite qui pédale d'un chemin plat. Là, le côté technique est super là. Puis tu arrives avec un e-bike, puis si tu l'as jamais chauffé, c'est impossible de faire le parcours sans mettre un pied à terre. Tu as une adaptation aussi, parce que tu sais, quand tu pédales, il y a comme une espèce de petit délai. Par exemple, je connais pas tous les moteurs. Je sais pas s'ils réagissent tous pareil, mais tu sais, entre le moment où tu appuies puis le moment où la puissance vient, il y a un petit lag. Puis quand tu arrêtes de pédaler, ben il y a aussi un petit lag. Puis celui-là, des fois, il peut être à ton avantage pour te timer, pour monter sur quelque chose. Ou mais tu as une petite adaptation. Là, quand tu rentres dessus la première fois, c'est... Ouais, ça, ils l'ont tout quand même. Dans le temps qu'on avait nos fat bikes pêche là, à louer, là. Eux autres, c'était hallucinant. Là. Le délai était comme tellement gros là, que si quelqu'un, mettons, chutait mal ou qu'il se passait quelque chose de moche avec la chaîne, mais t'avais beau arrêter de pédaler, mais là, ça emballait. C'était moins le fun un peu. Oui, un délai. Moi, je me rappelle une fois, puis je sais pas, je te pose la question parce que tu viens de la France, puis tu dois être encore au courant de ce qui se passe là-bas, là, niveau bike et compagnie. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on avait jasé de bike, puis tu m'avais dit, ici, il n'y avait presque pas de vélo électrique. Puis il y a 10 ans, tu m'avais dit, dans les magasins en Europe, c'est comme la première question, puis tu me corrigeras, là, mais je me rappelle très bien,
la première question qu'ils demandaient aux clients, c'est ton vélo, tu le veux électrique ou musculaire? Je pense que c'est ça la question. C'était ça, là, alors que nous, il n'y en avait pas de vélo. Là-bas, je pense que c'était 50% de vente déjà il y a 10 ans. J'ai fait... Attends, c'est en quelle année? J'ai fait le Trans-Provence en 2016, je crois. 2015, 2016. 2016. Fait que quasiment 10 ans, là, ça fait 8 ans. Puis quand on est arrivé là, il y avait des vieux de la vieille là, de descente, puis d'enduro, des Français, là, des gars qui avaient 50, proche 50, mais qui ont toujours fait des courses, puis qui font toujours des courses encore. Puis eux, c'était des gars qui faisaient du e-bike tout le temps. Puis cette année-là, Barelli était là au Trans-Provence, puis c'est comme... Qu'est-ce que vous faites avec vos e-bikes? C'est n'importe quoi. Si vous faites ça au Canada, on va se foutre de votre gueule. Si, mettons, tu sais, nous autres, on n'en aura jamais, puis regarde aujourd'hui. À côté. Ouais. Ben, tes motos sur des bikes aussi, là. Tous les youtubeurs sont... Oui, puis le pourcentage, aujourd'hui, je sais pas c'est quoi, là, tu sais, des fois, moi, je vois que ma fille, ça pomme track, là, puis je regarde le monde rentrer à l'accueil, puis d'après moi, c'est 30% de vélos électriques qui rentrent. Minimum. Mais ce que je me demandais, c'est quel brand qui avait en Europe qui en faisait autant, tu sais, je veux dire, sur les brands qu'on a ici, on a quand même des brands européens puis américains. T'avais la Pierre. C'était principalement eux, parce que, tu sais, nous, on n'avait même pas beaucoup d'offres, là. Mais je sais pas, mettons, les grosses marques, genre Spech, ils avaient pas déjà des... non, on avait Moustache, mais je sais pas si c'était assez vieux pour ça. Pas ici. C'était pas encore. Il y a 10 ans. Non, mais en Europe, mettons, qui a starté ça, je sais pas s'ils étaient dans les premiers. Mais quand tu regardais dans des centres, sont eux, là, qui louaient des bikes, il me semble que c'était ça, on voyait genre du A-Bike. A-Bike, il y a Moustache. Moustache, puis il me semble que j'ai la Pierre aussi dans la tête, mais probablement d'autres. Mais eux autres, assurément. Mais d'après moi, il y a les compagnies qui en font aujourd'hui en faisaient, mais ils n'étaient pas importés ici parce qu'ils n'en vendaient pas. Là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, déjà à l'époque, le monsieur que je te parle, il s'appelait François Dola. Puis lui, il travaillait dans un des gros magasins dans le sud de la France, à Cagnes, je pense, proche de Nice, puis là où tous les Vouilloz et compagnie. Là. Et il disait que c'était déjà à l'époque 60%, 60-40, 60 e-bike, 40 musculaires. Puis aujourd'hui? Je sais pas, mais ça doit être plus encore. Plus. Sûrement plus. Ce qui m'impressionne, par exemple, c'est ça évolue vraiment vite, là. Tu sais, je vois, mettons, les modèles qu'on loue en ce moment, puis là, les nouveaux qui sortent après. Puis, tu sais, c'était pas pareil avec comme le Polé, mettons, là, mais il y a comme les compagnies, mettons qu'on parle de Norcola, là. On dirait qu'il évolue tellement vite. On dirait que quelqu'un qui s'achète ça en ce moment, mettons, lui, de l'année passée, il devient quasiment déjà démodé par rapport à ce qu'il y a comme tout de suite après. Ça évolue tellement vite. Là. Moi, je suis comme... J'ai hâte de voir dans 5 ans, ça va être... Parce que les vélos, ils deviennent de plus en plus petits. Le moteur est plus petit, tout est plus compact. Là. Ouais. C'est un trail. Pour te relancer sur ce que tu disais tantôt, moi, je pense que, justement, Nicolas, là, qu'on parlait, ils font leur e-bike, le nouveau qu'ils ont sorti... Ils font avec le nouveau moteur pignon, avec le gearbox intégré, puis une strap. Fait que ça, je pense que c'est vers ça que on va s'en aller. Puis c'est logique, parce que, tu sais, quand tu pousses, je sais pas moi, 300 watts sur tes pédales, le e-bike t'en donne 250, t'es à 500, tu shifts, là, ça... C'est des coups de fusil dans le bois, là. Des coups de fusil dans le bois. Je vais appeler ça de même à ça. Je sais pas ce que ça va dire dans le temps, puis je pense que c'était avec toi qu'on en parlait. Moi, on parlait de acheter moins, acheter mieux tantôt. Moi, ma seule, mettons, c'est ma pensée écolo du moment. C'est acheter mieux, acheter plus. Ben non, mais c'est plus que j'ai l'impression que là, on est tellement en évolution que les vélos électriques qui sortent en ce moment, j'ai l'impression que dans 3, 4, 5 ans, ça va être des modèles pratiquement invendables parce que plus personne peut, peut-être je me trompe, plus personne peut le réparer. Le moteur, ça fait 2 générations qui passent au-dessus. La batterie est plus bonne, il faudrait la changer, mais il la fond plus parce que c'est une batterie spécifique qui fit sur ce vélo. On a des bikes jetables. Ben, j'ai l'impression que c'est ça en ce moment dans le haut de gamme, mais pire dans le bas de gamme. Là. Aller faire un tour sur les pistes cyclables. Là. Moi, j'ai fait ça cet été un peu là, avec mon père. Puis, c'est une faune et plus, tu sais, les pistes cyclables avant, là, puis là, ça a l'air du shaming, là, mais... C'est correct, c'est moins notre credo, c'est moins notre monde qui... C'est vraiment... Non, je sais, mais
Non, mais tu sais, moi, je me rappelle quand on était plus jeune, la piste cyclable, c'est t'allais là, puis tu trouvais ça drôle parce que t'avais des rollerblades, des chaises roulantes, des trucs de même. Là, va sur une piste cyclable à Québec en ce moment. C'est 50% de bebelles électriques que t'as jamais vu. C'est des trottinettes, des motos. Une moto race. Ça roule vite. Là. Une moto race, mais qui ont mis des pédales sur le côté pour faire à croire que c'est un vélo, mais c'est gros comme une moto race, c'est électrique, c'est bzzz à la piste cyclable. C'est fou. Mais pour en revenir, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que là, le haut de gamme, t'as beau payer 10-15 000, ça va-tu être du garbage dans 5 ans? Je penserais pas. Non. Parce qu'ils ont pas, dans les 2-3 dernières années, je suis pas sûr qu'ils ont tellement évolué. Puis les géométries des e-bikes suivent les géométries des enduros, qui évoluent plus tant que ça non plus. Là, on a trouvé quand même, je pense, pas pire un sweet spot. Là, si tu regardes les reach, puis les longueurs, les angles, ça évolue plus vraiment. Là. On a trouvé, je pense, de quoi qui marche. Là. Fait que c'est sûr qu'après, si ça vire à la transmission tout intégrée, tout ça, peut-être, là, mais moi, je pense qu'on est bon pour un petit bout encore. Là. Puis c'est surprenant, t'as quand même une bonne... Tu sais, j'ai du monde avec qui je roule au Mont, comme François Soucy, pas le nommer, là, qui roule beaucoup. Là, c'est surprenant de voir la durée de vie des batteries, puis les nombres de cycles, et puis c'est quand même plus tough qu'on pense. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une journée quasiment qui fait pas, qui est pas en vélo. C'est 100 km tout le temps, puis il y a des runs de 2-3 batteries une après l'autre. Ça, c'est comme... Ah, ok. Ouais. On devrait faire un épisode de bike électrique. E-bike. Appel à tous. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, là, il est super bon en e-bike, on fait un épisode e-bike. Qui nous écoute en ce moment, tu veux dire? En ce moment même. On est 4. Il y a quelqu'un en haut. Et justement... Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les courses de e-bike, là, mettons, parce que comme en fin de semaine, c'est les championnats du monde, puis il y a... c'est du e-bike cross, en fait. Là. Mais en enduro, ils font aussi les Coupes du monde, les EDR, que je disais tout à l'heure, les enduro. Puis ça a l'air cool parce que c'est des stages en descendant. Puis ils ont 1 ou 2 power stages dans la course qui sont des montées que pour vrai, même juste descendre, c'est fou. Là. J'en avais vu dans vrai à Finale Liguré il y a 2 ans. Puis je pensais même pas que c'était une montée. Là. Ouais. Mais c'est court, ça dure, d'habitude, c'est quelques centaines de mètres, c'est en dedans de 1 minute ou 2 maximum, fait que la forme physique, elle est pas tellement un facteur parce que tout le monde est en forme, c'est vraiment ta capacité à monter et puis à piloter dans la montée. Puis ça m'attire vraiment, là. J'aimerais vraiment ça peut-être l'année prochaine, si je suis capable d'essayer de faire une course comme ça. Là. Parce que quand je vois le fun que j'ai à rouler avec, à monter, à descendre, à aller vite en descendant, parce que ça va vraiment vite aussi, là. Ça fit avec le côté, mettons, course d'enduro, mais électrique. Là. Exact, c'est vrai ça. Tu sais, quand on faisait les Eastern, des fois, il y avait un stage entre les 2 stages. Il fallait faire la montée la plus rapide pour gagner, genre, un dropper ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Puis là, t'avais tout le temps quelqu'un qui arrivait, qui avait comme pas vraiment rapport enduro, mais en jeans avec... ouais, mais il arrivait avec son bike quasiment comme de cross, puis lui, il venir gagner, mettons, la TGSL, là. Fait que, est-ce que je me rappelle d'une fois que c'était flagrant, là, c'est comme, c'était qui, tu sais, puis il est arrivé, c'est à Titache? Ouais, je pense que c'était à Titache, ouais. Quelle belle course. Ça fait longtemps aussi. C'était ma première course d'enduro à vie, ça. C'est vrai? Ah ouais, ok. Mais j'ai fait avant ça une méga avalanche, une maxi avalanche, mais qui est pas vraiment c'est comme un mass start, fait que c'est pas pareil. Mais ma première vraie course d'enduro des stages, là, c'était à Titache. Ah! Ouais. T'en avais pas fait en France avant? Non. Okay. Puis, pas le méga avalanche que t'as dit là, mais c'était quoi ça? Maxi avalanche, parce que dans le fond, des gros événements, le méga avalanche, t'as celui de l'Alpe d'Huez, puis t'as celui de la Réunion. Ça, c'est les 2 gros, puis après ça, t'as des plus petits. Plus petits, on partait sur un glacier à 3000 quelques pareil, là, mais ils les appellent les maxi avalanches. Fait que t'en as un à Cervinia en Italie, ça c'est là où j'avais été, à côté du Cervin, de l'autre bord de Zermatt. Je pense qu'il y en a un en Andorre, il y a quelques places, mettons. Puis maxi avalanche, c'est départ de masse comme les méga avalanches. Même chose, départ de masse avec des qualifs avant, puis là tu pars sur des lignes, ils lèvent le truc, le bandeau, puis tout le monde part en même temps, là. Au fond. Ça devient le Dawa complet. Ouais. C'est quoi le feeling là-dedans? C'est à l'aise ou c'est stressant? Non, parce qu'en plus, la première fois que je l'ai fait, c'était en 2014, puis là, j'avais pris un break de 3 ans de vélo, j'avais comme pas fait de vélo, on a eu un petit garçon, j'ai construit une maison, fait que je reprenais le BC que j'ai acheté un X-Prezo, j'ai fait 2 runs au Mont, j'ai essayé de faire 2 runs, j'ai fait
j'ai flatté 4 fois, je pense. Fait que j'ai pas roulé. Puis après ça, on est parti en France. Puis là, je m'étais inscrit à cette course-là. Je fais ma qualif. C'était comme un départ de masse, mais de plus bas, si tu veux, plus court. Puis en fonction il faisait plein de vagues de qualif. Puis en fonction de ta place, ben, t'allais ça décidait ta ligne de départ. Moi, j'avais fini, je pense, ma qualif, je me rappelle plus, là, 5e peut-être. Fait que là, ça me donnait ma place sur la première ligne au départ le lendemain. Mais le lendemain, on partait d'en haut. Puis là, je vois un bonhomme, un Français, un de ceux que je te parlais tout à l'heure, là, qui en a fait je sais pas combien. Là. Il me dit tu vas voir demain, là, les conditions, le glacier, s'il est beau, là, on pogne 125 km/h dans le bas du glacier. Hey, je te dis, là, j'ai encore des frissons, j'en parle. Là. J'ai pas dormi de la nuit le lendemain. Puis d'habitude, moi, une course, ça me stresse pas. Là. Puis j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai même pas été capable de manger 2 bouchées de banane. J'avais la chienne du 125 km/h. Puis de savoir que j'étais en première ligne avec, je me rappelle plus, 150 ou 200 personnes en arrière. Parce qu'il y a des histoires d'horreur, là, du monde se font rouler dessus, des bicycles cassés. C'est fou. Là. Finalement, quand je suis parti, je me suis gagé avec les gars à côté. OK, je suis encore bien, là, puis, c'est pas super finalement, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a eu un crash en avant, je me suis ramassé deuxième. Ça va vraiment bien, tu sais. Puis le premier, il m'a comme emmené dans comme de dévers dans la neige. Puis après ça, en tout cas, ça a super bien été, là. J'avais fait 5e overall, je pense, à la fin. Ok, wow, quand même. Mais non, c'est spécial, c'est stressant. En tout cas, moi, quand je check ça arrive souvent, là, c'est genre ça que je mets comme vidéo, mettons... comme fond, là, mettons, chez nous, des fois. Là. C'est comme ça, c'est des longues runs, là. C'est cool à écouter. Là. Oui. Le début, ça a l'air d'être hallucinant. Puis c'était capable d'en trouver une que c'est un bon qui a manqué son départ ou qui est tombé, puis qu'après, il faut qu'il remonte. Ouais, je sais. Ouais. Ça, c'est fou, là. Ouais. Ça crie, puis ça se tasse, coup de pied, puis c'est fou, là, c'est la guerre, là. Ouais, ben c'est pas long que ça finit quand même étroit, là. C'est ça. Essaye de trouver ton Le glacier, trou, il finit, tu roules là, tu ralentis, t'es plus à 125, mais c'est un entonnoir, puis là, tu rentres dans un single track souvent, là. Ça sprint pour rentrer dans le single track ça doit être tough de dépasser après dans le single track. Là. En tout cas, faut que tu te gueules après le monde pour vraiment qu'ils comprennent que t'es plus rapide. Sinon, ou des fois, il faut que tu les pousses à tomber quasiment, là, parce que s'ils se tassent pas, puis... mais pour vrai, c'est un trip à faire une fois. Là, c'est quelque chose. C'est pire que des départs XCO. Ah, ça, je sais pas. Départ XCO, c'est stressant. Oui, c'est ça. Ça dure pas longtemps, là, mais... C'était beau ça au moment quand il arrivait puis il montait dans le c'est comment qu'il l'appelait dans maintenant le dans la Béatrice. À côté de la Béatrice tu voyais tout en ligne un à côté de l'autre là puis là il y en a un qui finalement il court à côté puis ça va jouer du coude aussi. Tout le monde oui, ces départs ça joue du coude. En Coupe du Monde, nous ils nous apprennent d'être civilisés là puis les jeunes tout ça mais en Coupe du Monde là on parlait des gars qui en font là. Exact. Trouve ton trou là, vous avez vu la fin, je sais pas si vous avez vu la fin des Olympiques cette année là, Pidcock qui a décidé qu'il passait. Puis, il a gagné à 200 mètres. À 200 mètres de la fin dans un dépassement bien limite, mais fair. Moi, je pense que c'était pour vrai, là, il y a eu bien du débat là-dessus. Moi, je trouvais c'était viril, là, mais c'était pas un coup de cochon. Là, il passe en avant puis il avait l'épaule en avant. Ouais, c'est ça. Là, à un moment donné, il a fait un move puis il est arrivé guidon en avant de l'autre. Oui, ça s'est cogné un peu, mais il l'a pas poussé pour passer. Non, ils se font pas en cross comme donner une pénalité ou quelque chose quand il n'y a pas une limite à un moment donné de faire un move de marde de même? Ben, tu serais juste disqualifié. Ouais, mettons qu'il l'aurait vraiment fait de quoi de méchant. Ça serait disqualifié. Là, je pense pas qu'il y ait de pénalité de temps comme il y a en vélo de route, là, mettons, là, Tour de France, des trucs de même, là, à ma connaissance. C'est juste qu'un départ XC, c'est toujours un départ. Puis là, je compare pas à ce que tu as fait, là, parce que c'est pas mal plus facile, le départ XC, mais ça finit toujours un départ où... Ça dépend comment tu demandes, mais t'es 8 de large, puis tu le sais que dans 200 mètres, ça va être 1 de large, puis là, c'est l'asile pendant le premier bout. Moi, je trouve ça plus facile, le départ de méga avalanche, parce que c'est moins physique, tandis qu'en XC, là, tu te mets dans la rod en partant, puis là, tu dois voir des étoiles. Ça doit être dur. Hein. Ouais, puis t'es toujours overpace. Moi, je pense qu'il n'y a pas une course de cross dans ma vie, et puis j'ai dû en faire 25 ans plus tard, 200, 300, je sais pas. Il n'y a aucune course que dans le premier tour, j'ai pas regretté d'être embarqué dans la course.
Oui. Ouais, je connais le feeling, je me rappelle aussi. 100% des courses. Le Qu'est-ce premier que je fais, tour, là? je suis comme, ah non. Puis tu sais, super en forme, puis des fois, des courses de haut niveau, là, tu sais, j'ai eu des années élites où ça allait pas pire, là. Puis, premier tour, je me dis, impossible, je vais finir. C'est impossible, je serai pas capable de finir. C'est trop overpace. Tu sais. Puis finalement, ça se passe, puis t'as du fun, puis ça fait mal, mais c'est clair, il n'y a aucune course que j'ai pas regrettée. Mais Pour moi, ça, ça me j'ai fait. arrêté. Moi, ton maxi Avalanche, Avalanche, il me fait ben trop peur. Là. Nous, il n'y a pas la vitesse qui vient avec. Mais aussitôt que, comme je te disais, le départ, il a été donné, puis moi, c'était vraiment de. Parce que j'avais aucune idée, j'avais aucun repère, j'avais jamais roulé sur la neige. Ben, tu sais, je veux dire, à cette vitesse-là. Puis j'avais jamais eu ce feeling d'autant de monde. Fait que aussitôt qu'on est parti, j'étais quand même capable de sprinter bien puis me placer. Fait que tu sais, je voulais pas me faire rattraper par la ligne d'en arrière, mais je voulais être dans les premiers sans être le premier, mettons, pour voir, juste pour me gager avec les autres. Puis le stress est tombé assez vite. Là, tu sais, aussitôt j'ai vu, ok, ça tient, ok, je suis capable, ça va pas si vite que ça finalement, mais. Il doit y avoir un bruit qui te suit en arrière là, de tout le monde. Là. Même pas. Ah ouais? non. Ah, wow. T'entends juste ton bike avec le vent. C'est le vent, c'est Ouais. Ouais. Ouais, ok, malade. Tu parlais d'enduro électrique tantôt. Ouais. Existe-tu des courses d'enduro en full électrique? Parce que, tu sais, en ce moment, une course d'enduro, tu peux te pratiquer bien d'avance, mais après ça, tant de jours avant l'événement, il n'y a personne qui a le droit de pratiquer les stages en vélo électrique. Fait que ça existe-tu une course d'enduro 100% électrique? Ouais, c'est ça que je te Ouais. disais. Ouais, La tantôt. série, parallèle à la série des Coupes du Monde d'enduro de vélo de montagne normal, là, Ouais. ils font C'est vraiment même enduro, là. Oui, c'est les mêmes parcours, à part les montées que je te disais, les Power Stage. Ouais. Puis c'est tout en enduro, en Ok. électrique. Ouais. Puis Ok. ce qui est cool aussi, c'est que le moteur, pas le moteur, mais la capacité de la batterie et tout ça, c'est pas un problème dans le sens qu'ils font des loops. Puis il n'y a pas une gestion de l'énergie puis de la stratégie. Tu sais, il n'y a pas de stratégie reliée à, comme en Au Formule 1, ouais. mettons, mettre du gaz ou pas. Mhm. Tu sais que tu vas être capable avec ta batterie de faire ta loop. Là. Ok. Donc, tu sais, ils ont éliminé un autre facteur qui aurait pu être. Je pensais tantôt, ce que tu parlais, c'était le style, appelons ça XC électrique. Non, là, mais, c'est vraiment comme ok. des stages de descente dans le fond. Puis sûrement que j'en ai jamais fait, mais je sais pas. Peut-être que les temps de transition sont plus serrés. Je sais pas. Parce que, tu sais, tantôt, on a parlé de Transmadera. Mhm. Madère. Madère, ouais. Transmadère que tu as fait. Les stats de chaque journée sont assez impressionnantes. Là. Ouais. Tu sais, me semble de mémoire, c'est du 60 km. Pas tous les jours, mais c'est quand même, moi, c'est dans l'ensemble, c'est assez, je dirais en moyenne que c'est peut-être 40-45 par jour. Autour de, en moyenne, peut-être quoi, 1500 mètres de dénivelé. Puis entre 4. En tout cas, 4 à 7 stages par jour, mettons. C'est quand même du stock, là. Ouais, mais Et, le Madère, c'est en tout cas moi c'est un des plus faciles, je trouve, parce que mettons des Stone King Rally puis des qui est l'ancien Trans-Provence là, c'est encore autre chose. Hein. Ça j'avais fait puis c'était plus dur à l'époque. Et Il y en avait des plus que tu frôlais le 2000 plus souvent, les distances plus longues, les stages étaient plus durs, étaient plus longs. Ça c'était dur. Puis en plus c'était une journée de plus au lieu d'être 5 jours, c'était 6 jours. Ouais. Parce que tu sais, c'est quand même impressionnant parce que c'est des stats équivalents à 2 fois un XC normal, puis à plus qu'un XC marathon. Puis là, faut, oui, tu peux faire plus relax en montant, mais t'as pas le choix de monter parce que. Faut que tu fasses ta journée pareil. Hein. Faut que tu fasses ta journée. Fait que, tu sais, un 60 km, je me rappelle, je descendais aujourd'hui, je me faisais des listes de questions, des trucs à jaser, puis je descendais ton profil, puis tu mettais les stats le jour 1, je pense que c'était ça, là, comme 60 km, 2000 mètres d'ascension, puis comme 40 minutes de stage. Ça, c'était fou. C'est surtout ça qui était dur. Ouais. Parce que dans le minutes. fond, la journée, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais eu de misère à passer au travers des longues journées parce que, tu sais, monter tranquille, ça se fait. Tu peux même marcher si tu veux, là, tu sais. Mais ce qui est dur, c'est de pousser un stage qui est comme une descente. Dans le fond, t'es full acide lactique, full anaérobie, là. C'est pas long que tu pompes. Puis c'est ça qui est dur c'est dur de récupérer. T'arrives en bas d'un stage, des fois, il y en a qui font 8-10 minutes. T'arrives en bas, t'as tes jambes qui tremblent, t'as plus rien nulle part. Fait que là, il faut que tu repartes à monter. Puis c'est ça, en fait, ta récupération. Tu sais, beaucoup de monde qui arrive en bas, il s'assoit,
ils mangent, mais quand tu repars, ça marche pas. Tu sais, moi, l'idéal, c'est toujours, j'ai toujours dit ça, c'est que tu arrives en bas, tu prends une gorgée, tu prends un peu d'air, puis tu repars tout de suite, bien tranquillement, mais au moins tu fais juste tourner, puis tu récupères mieux. Mais c'est ça le challenge, puis 40 minutes de stage dans une journée, là, c'est énorme. Là. Mais tu sais, des plusieurs jours comme ça, t'arrives-tu d'avance pour tout faire les stages? Non, c'est tout à l'aveugle, ça. Ah, c'est... OK. Ouais. Mais c'est des sentiers qui se prêtent à ça, par exemple. C'est pas il n'y a pas de drop ou... Oui, peut-être il y en a, mais c'est des trucs que tu peux voir, tu peux lire. Ils sont indiqués, mettons, à Madère, ils mettaient des petits drapeaux rouges quand tu avais un saut que tu pouvais pas rouler, mettons. OK. Mais je pense qu'on les a toutes faites parce que t'arrives dessus, tu les vois si tu regardes loin, surtout quand tu roules à l'aveugle, il faut que tu regardes loin, tu les vois, OK, c'est pas si long que ça, tu sais. Fait qu'il y a moyen de le faire. Et les sentiers sont magnifiques. Puis pour vrai, je suis pas sûr qu'en les ayant reconnus, j'aurais été tant plus vite. Pour le genre de sentier que c'est, mettons. Ben, le 40 minutes de stage, au final... tu te rappelles qu'est-ce que tu retiens? Ce serait des points clés, mettons, là, je peux pas sauter là parce qu'il y a telle affaire, mais tu sais, je pourrais jamais me rappeler d'avoir peut-être une idée générale du sentier, là, ok, je me rappelle, lui, sa pédale, là, lui, c'est vraiment plus... Mais c'est tout, là, c'est des... Non, c'est long, 40 minutes. Dans le temps des courses, même si on l'appelle les journées d'avant, le lendemain, des fois, j'oubliais des bouts complètement. Ouais. C'est sûr. C'est le fun, ça. Aujourd'hui, je faisais des recherches pour, tu sais, j'aime toujours avoir une liste de questions si jamais on a des blancs puis il y a des trucs, puis tu sais, je googlais ton nom. C'est fun de googler, puis à un moment donné, j'ai trouvé un site web que je l'ai trouvé, puis vous le connaissez depuis longtemps. Ben, je l'ai oublié, Roots and Rain. Je connaissais pas ce site-là, où est-ce que... Ben oui, puis là, ils ont répertorié. C'est sûr que t'es dedans, là. Ouais, ben c'est ça. C'est là que je m'en vais. Ils ont répertorié toutes les courses des gens qui font enduro downhill. Parce que il y a du ça dépend des aussi. Courses. Ouais. Je pense que ça dépend de la course, puis si du niveau, puis selon... En tout cas, ils ramassent les résultats, c'est ça? C'est parce que j'ai trouvé plein de coureurs XC. T'sais, moi, j'ai fait des courses où il y avait des points UCI, où il y avait des championnats canadiens, des trucs de même. Moi, mon nom est jamais là, t'sais. Mais pourtant, je suis allé dans des courses du niveau qui devraient être là. Fait que je sais pas, le XC, j'ai l'impression qu'ils ont pris vraiment le plus haut de gamme dans le XC. J'ai checké plein de chums qui ont roulé quand même fort. Eux sont pas tant là. Fait que là, en tapant ton nom, là, ça fait un graphique de toutes les courses que tu as faites. Search for rider. Puis toi, ton nom. Fait que là, j'ai tapé Gabriel Marceau, mais là, tu as un drapeau américain à côté. Fait que tu es classé comme si tu étais un Américain. USA. Ouais. Puis t'as tes 2 courses de Hatitache. Gabriel Marceau from Quebec. Puis, mais c'est intéressant. Ben ouais, je connais ça. C'est ça, donc. Ah, moi, j'ai juste une pente qui descend. Ben, c'est parce que t'as juste 2 résultats, mais c'est toi, 2014 et 2015. Ouais, t'en as vraiment beaucoup. Puis, tu sais, chacune des courses, tu peux voir, OK, tu sais, là, t'as tel résultat master, overall, tel, puis là, en tout cas, avec des pourcentages, mettons, par rapport aux vainqueurs, ça, t'as quand même des stats pas mal, là, c'est cool. Je connaissais pas ça du tout, puis il y a beaucoup de monde là-dessus, tu sais, après moi, toi, vu que t'as fait ces 2 enduros-là. 24 sur 27 et 28 sur 33. Ben, quand même mieux que... Moi, je n'ai jamais fait. C'est ça, non plus. Pour ça que maintenant, je travaille dans le vélo. C'est donc bien fou, ça. Ouais. Mais t'as pas toutes les courses, par exemple. Non, c'est ça. Ben, il en manque plein, là. Ouais. Mais tu vois que c'est encore à jour, parce que les courses très récentes sont là. Même l'autre jour, c'est quoi que je pense que je checkais, je voulais voir les résultats j'attendais une course qui avait eu. C'était-tu une Coupe Cannes de downhill ou quelque chose du genre? Puis le lundi, j'ai été voir là-dessus. Sur ce site-là? Ouais. Ah ouais, ok. Non, c'est toi qui sors en premier en plus. 48 événements. Wow. Malade. Bon, en tout cas, c'est correct. Roots and Rain, c'est ça? Ouais, Roots and Rain. Ouais, puis il y a des photos des coureurs, de chacun des coureurs qui ont assemblé. Tu sais, j'allais voir Andréane Lantier-Nadeau, tous ces trucs. Fait que tu vois son parcours, puis son début. Puis Andréane, on aimerait ça qu'elle vienne là, quand elle va venir à Québec. Là, on la connaît de son temps XCO. Puis tu vois, je pense qu'elle, ses courses sont là, genre 2011, des championnats canadiens, des championnats du monde XC. Puis là, tu vois, il me semble que c'est 2014, tu sais, une année, puis des bons résultats en XC. 2014 enduro, puis là, on connaît sa carrière d'aujourd'hui. J'ai vu, quand elle a commencé, t'étais-tu là quand on avait été à... Je pense qu'elle a fait une course dans l'ouest américain, dans le coin de Bellingham, une affaire de même.
veux pas dire n'importe quoi, mais c'était un de ses premiers enduro. Puis après ça, elle est venue faire à Burke, il y avait un enduro. Ouais, il y avait quand même Triple Crown, quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis elle était là, puis ça, c'était dans ses débuts de l'enduro, là, en 2015, je pense. Ouais. On a vu Andréane. Nous autres, on la connaît depuis longtemps parce qu'elle roulait en XC. Puis, tu sais, en fait, quand on était plus jeune, la différence d'âge faisait que c'était une toute petite fille. Là, puis, tu sais, je sais pas à quel âge, Andréane, on doit dans mi-trentaine, début trentaine. Elle doit avoir 29, 30 dans ce coin-là. Elle doit sur le bord d'eux. Ouais, mais ça avance. Là. Si moi, j'ai 41. Ouais, c'est vrai, elle doit avoir 32, genre. Puis, mais on l'a, tu sais, c'était la petite fille d'un club de la région là, qui faisait du XC. Puis, tranquillement, pas vite, était assez forte pour aller au championnat du monde junior, des trucs de même. Là. C'est ça, Andréane, qu'on appelait genre ping-pong ou l'enfant de monde? Ah non, c'était la fille Pierre. Ça, c'est Laurence Harvey. C'est Laurence. Laurence, on roulait beaucoup avec elle, puis on avait été à des camps d'entraînement en Virginie aussi avec elle. Puis Laurence, en vélo de montagne, c'est dans les années du vélo de montagne où. C'est qu'il y avait presque pas de tubeless. Fait que si tu voulais pas flatter, ben tu roulais comme vraiment trop de pression. Puis que là, c'est. Ouais, ping-pong. Ping-pong Harvey parce qu'elle roulait giga pression pour pas faire de flat. Dans les trails lichés de l'époque, là, on parle, là, avec des racines de même. C'est exactement ça, ouais. Oui. Ouais. Crème. Moi, j'avais une question. Il y a quelque chose qui m'intriguait, Mont-Saint-Anne. Tu sais, je checkais, moi, je suis un fan de stats. J'aime bien les stats. Tu sais, les 3 abonnements que vous offrez, tu sais, XC, Enduro, puis Downhill. Ouais. Fait que Enduro, qui est une remontée par jour, de mémoire. C'est ça. Je pense que vous le faites en billet journalier aussi. Exact. C'est quoi la proportion? C'est beaucoup plus. Ben, c'est sûr que c'est dur à dire parce c'est des gens des fois qui achètent le billet Enduro XC sont pas nécessairement toujours scannés. Fait que on a les ventes au total, mais. Non, mais tu sais, pas scannés, mais tu sais, c'est quoi la proportion de vente? Mettons, je dirais, c'est peut-être 2. Non, ça marcherait pas mon calcul, là, mais mettons le. C'est bien à peu près. C'est du simple au double ou c'est le double, c'est même disons quasiment le triple de downhill que de enduro. Il n'y a pas tant d'enduro. Il y en a un peu, mais pas plus que ça. Je pensais que c'était ça qui avait le plus. Non. Puis downhill, il y en a quand même il y en a plus que d'enduro. Surtout dans les abonnements aussi. La passe enduro, ça doit marcher à côté pour mettons du journalier. Plus qu'une pause de saison. Ouais, mais tu sais, les gens ils aiment quand même ça. Puis, tu sais, je sais qu'il y a d'autres centres qui font que c'est 2 remontées. Nous, en ayant une, je pense que des fois, les gens ils regardent et disent regarde, je vais en faire toute la journée. Puis, je vais en profiter tout le temps. À la fin, C'est ça. Mais peut-être que, tu sais, si, oui, dans le cas qu'on montre une grande boucle qui est possible, tu sais, d'aller faire, de mettre plus l'emphase sur ça, peut-être que ça l'augmenterait. Mais pour le moment, pas tant. Puis, tu sais, nous, on met quand même beaucoup de temps aussi dans le downhill. Fait que c'est le fun que les gens ils viennent pour ça. Puis même côté location, je parlais justement avec le gars à la boutique ce matin. Puis il me disait, tu sais, quand les télécabines sont pas ouvertes, ça a un gros impact sur eux. Il y a moins de location. Puis les gens ils viennent pour louer, pour faire du downhill. Ouais, okay. Fait que je pense que comme on disait en entrée de jeu tout à l'heure, que le downhill reprend quand même un peu plus de place, je pense que ça se reflète aussi autant dans la location puis dans l'intérêt que les gens ont. Là. Fait que dans le billet, ça c'est billet journalier, dans le billet de saison, c'est un peu beaucoup plus de downhill que dans les autres. C'est un peu comme le journalier. Ouais. Puis la proportion versus, mettons, XC downhill, c'est à peu près du 50-50? Ou c'est plus... Je sais pas, en fait. Je peux pas... j'ai pas de chiffre en tête, fait que c'est dur à dire. Non, je me demandais la clientèle. Moi, je vois beaucoup c'est sûr qu'il y a beaucoup, tu sais, nous, c'est qu'on a un immense club de vélo. Ouais. Fait que ça aussi, ça fait qu'il y a beaucoup de gens en XC. C'est quand même, je pense qu'il y a une centaine de coachs. Fait que, tu sais, puis sont... 800, je crois. Ouais, ça doit être autour de ça. Ok, c'est le plus gros centre de vélo, comme le plus gros club, je pense, au Québec sûr, puis... Je pensais que tu allais dire comme 300. Là. Non, c'est ça. C'est 100 coachs. Fait que c'est 5 à 6 par coach aussi. Fait que c'est comme là, quand je suis parti dans le tour de la montagne, là, ça commence à arriver dans le stationnement, mais il y en a qui partent du camping, il y en a qui partent de la montagne.
Fait que ça fait quand même, je pense que c'est les mardi, jeudi. Mardi, jeudi. Après ça, je me demande si le compétitif, ils ont pas un petit truc, mais ça, c'est plus un groupe plus élite, là. Ouais. Mais il y a le dimanche. Ouais, le dimanche, le downhill, il y a un groupe de downhill, nous on le fait monter un petit peu avant justement la clientèle pour que ça l'allège, puis il arrive toute la gang pour les monter, puis après ça, au moins la clientèle arrive par la suite. Fait que non, c'est un gros club, puis aussi autant pour adultes que pour enfants. Fait que c'est enfants, tout le et autres. Là. Fait que ça a aussi un gros impact sur la vente de billets de XC. Ouais. Non, je posais la question parce que moi, j'ai beaucoup de connaissances en XC qui, tant qu'à prendre la passe XC, ben, ils ont tous été vers la passe enduro. Ben oui. Ouais. Parce que c'est pas très plus cher. Puis quand tu habites dans le coin, une remontée par jour, c'est le fun. Ben là, oui. Tu finis, ou tu commences, comme tu disais, en allant faire un tour très très loin, ou tu roules un 30-40 kilos, puis à un moment donné, on va finir par une descente juste pour finir. Fait que je sais que, en tout cas, étonnamment, dans le monde du XC, la passe enduro est super populaire. Effectivement. Puis même le club, nous, chaque année, comme là, c'est arrivé il y a 2 semaines, je pense qu'ils font une sortie. Ceux qui font principalement juste du XC, ils font une sortie enduro pour faire connaître la montagne d'une autre manière aussi. Fait que c'est le fun que tout le monde connaisse le tout. Là. Sweet. Bon. Parce qu'on... C'est ça, hein? Ouais, Avec une mouche. au moment où il y a une mouche qui vient se poser sur mon front. Ouais, exact. Mais à moins que vous aviez d'autres trucs en tête ou des choses à plugger ou des trucs qui s'en viennent. Je sais pas, y a-tu des choses qui s'en viennent avec le Mont-Saint-Anne? Des gros développements? Pour côté événementiel, surtout, c'est ça, le week-end de la fête du travail, il y a la Coupe Québec, XC et downhill tout en même temps. Puis après, il y a la Coupe du Monde qui revient encore cette année, là, du 4 au 7 octobre. Fait que ça va être encore bien plaisant. Puis je pourrais en profiter. Nous, c'est pas le Mont-Saint-Anne qui l'organise, mais on aide quand même beaucoup à tout ça. Puis si jamais il y en a qui sentent le cœur et qui aimeraient donner un petit coup de main bénévolement, on me disait un peu plus tôt cette semaine que le manque de bénévoles, il y a toujours besoin de bénévoles. Fait que la communauté puisse s'impliquer dans des événements comme ça fait que ça a réussi à perdurer. Là, c'est ça, je pense que c'est rendu à la 33e année là, qu'on a une Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. Fait que c'est la plus vieille. C'est sûr que pour que ça continue à perdurer comme ça, ça prend l'aide un peu des trippers qui viennent donner un petit coup de main par-ci par-là, que ce soit le vendredi, le dimanche. Tout est bienvenu. Fait que vous pourrez... Et en passant, quand t'es sur le bord avec ton sifflet, là, t'as le meilleur spot parce qu'à ça, les zones elles sont énormes, fait que t'es loin. Puis c'est une nouvelle gang qui a repris ça en place, là, qui a repris ça en c'est la compagnie qui chapeaute, l'organisation qui chapeaute ça, c'est resté la même, mais c'est les producteurs qui ont changé. OK. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est plus Gestev, là, c'est Mouvement Production qui s'en occupe. Puis c'est encore la gang de Vélo Solutions, là, les gars du coin qui font les parcours XC et DH. Puis justement, ils sont en train de faire un beau petit truc là, pour le XC, là, un beau pont, une passerelle. Ça va être beau. Là. Fait qu'ils font ça, des petites améliorations dans le parcours. Fait que ça va être encore bien le fun à aller voir cette année. Oui. On va être en vacances, je serai pas là. Vrai? Je pars le 27. Ah, ouais, il reste. Je pars 2 semaines. Mais on va faire un épisode Vélo Solutions. Là, on a déjà parlé à Fred puis à Serge. En fait, c'était un des premiers épisodes qu'on voulait faire. C'était ça. Puis là, le timing n'a pas donné. Mais ça va s'en venir d'ici la fin de l'année. Oui, exactement. On va laisser passer la Coupe du Monde. Ouais. Cool. En finissant, merci. Ouais, ça vous a d'être venu. Cool. C'est fun. Merci pour la bière. Ça fait plaisir. On va-tu les appeler? Oh oui, ils sont dus là, les dates. Non, c'est pas vrai. En finissant, on fait toujours le tour de nos partenaires pour les rappeler. Donc, ça va aller mieux que tantôt. Tantôt, ça allait être croche, t'es rouillé. Hein? C'est ce qui est bon, c'est que tu en as parlé plus longtemps. Oui, exact. Fait que, pour son argent, il y en a juste eu plus. Exactement. L'argent de qui? De Canada Beast. Fait que Canada Beast, c'est des vêtements en coton. C'est une compagnie familiale du Portugal, donc fait de manière éthique. CanadaBeast.com. Fait que je vais assurément avoir un hoodie de eux pour l'hiver. Ouais. Puis deuxième partenaire, Endorphine.ca, solution de billetterie en ligne, si on veut. Donc, petit rappel qui nous supporte là-dedans. Puis c'est deux partenaires qui, du moment où on a comme
lancer l'invitation. Moi, j'ai lancé ça, genre Facebook, tout ça, LinkedIn. Puis les 2 partenaires sont arrivés par LinkedIn, étonnamment, là, par le podcast. Puis tout de suite, ça a été 2 personnes qui ont été super intéressées. On en a 2 autres qui se sont présentés après que ça a été difficile de les rentrer cette année parce qu'on voulait pas trop en faire, mais qu'on va garder s'ils sont intéressés l'année prochaine. Là. Mais c'est le fun parce que rapidement, ils sont arrivés puis ils ont voulu nous aider dans un petit projet. Puis c'est pas pour des salaires, là, c'est pour payer de l'équipement, des babelles, payer... Ouais, c'est ça, payer le logiciel de montage, des babelles comme ça, là, parce que c'est tout du temps personnel. C'est du temps et des petites dépenses qu'on fait pour le faire. C'est ça. Puis c'est Gabriel qui fait le montage, fait qu'on le remercie, une chance qu'il est là. J'ai le temps, vraiment beaucoup de faire ça. C'est ça ces temps-ci. Mais c'est correct, ça va aller. La petite pause a fait du bien en même temps. Là. Ouais. Je fais un cours universitaire en même temps. La job. Puis ça. Gabriel fait les montages. Moi, je m'occupe des médias sociaux, puis le côté plus technique, faire les reels quand on en fait. Faire ça, c'est cool. Mais oui, vraiment. Parce que vous prenez en entrevue du monde qui ont de quoi à dire. Je parle pas de nous autres, là, mais vous en avez eu des solides avant. Là, fait que, c'est bien intéressant. Mais c'était un autre épisode super intéressant. Gros merci. Merci à vous autres. À plus. Bye bye.